Comment jamais oublier ton regard. Donc nous allons accueillir maintenant, avec plaisir et grand intérêt, Monsieur Hervé Juvin, qui est économiste et essayiste français, président d'Eurogroup Institute et auteur du livre « Le renversement du monde » chez Gallimard. Donc nous accueillons Monsieur Hervé Juvin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis venu ce soir vous parler de la crise économique, mais je suis venu ce soir aussi dans le cadre des réflexions qui sont les vôtres, de manière beaucoup plus large, partager avec vous cette conviction. La crise n'est pas économique, la crise est politique, elle est morale, et c'est en ce sens où je crois parler de la crise ce soir fait sens pour nous et pour vous. Comment vous dire le sens que je donne au mot crise? Dans une conférence récemment, devant un public beaucoup plus étroit que celui-ci ce soir, j'évoquais ces sujets du renversement du monde, de la politique et de la morale. À la fin de mon intervention, une jeune femme s'est levée pour raconter son histoire. Cette jeune femme avait une jeune fille de 12 ans qui, découvrant que beaucoup de ses compagnes s'affirmaient musulmanes dans son école et dans son quartier, sa fille lui a posé la question « Et nous, nous sommes quoi, maman ?» Et cette femme de dire, avec son père, nous l'avons pris à part et nous lui avons dit, nous ne sommes rien. La crise économique, politique et morale, pour moi, c'est la crise de ce rien. C'est la crise d'un nihilisme occidental qui tente à dissocier indéfiniment les individus, qui tente à les réduire à leur situation de consommateurs désirant sans fin et qui tente à détruire tout ce qui s'est appelé identité, projet collectif et spiritualité. Et si le Breton que je suis, en ce jour de Pâques, qui marque pour nous un moment important de l'année, si le Breton que je suis a quelque chose à partager avec vous ici ce soir, c'est cette certitude que nous n'avons pas fini, les uns et les autres, d'être hommes, de nous sentir petits, humbles sous le ciel étoilé, et de nous demander pourquoi. Et voilà le sens que je donne au mot crise, c'est ce pourquoi que je voudrais traverser devant vous. Pourquoi la crise économique est une crise du rien? Pourquoi nous vivons un moment politique exceptionnel dans lequel nous sommes en train de sortir de ce rien et du nihilisme occidental? En quoi également nous vivons une crise morale dont j'essaierai de distinguer avec vous quels sont les éléments qui, interrogeant notre laïcité, interrogeant notre condition politique et morale à nous Français, ici et en ce moment, font signe vers un avenir commun. Crise économique, donc, pour être politiquement correct, je devrais vous dire sortie de la crise. Je n'en crois pas un mot. Nous ne sommes pas sortis de la crise et la majorité des remèdes et des solutions de sortie de crise qui sont actuellement proposées ou mises en place me semblent d'excellents moyens pour repartir vite vers une crise plus grave, plus brutale et plus profonde. C'est ce qu'un ami, Jean-Luc Gréau, appelle la trahison des économistes
C'est ce qui s'explique par ce fait très simple. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui ont accès aux médias, tous ceux qui endoctrinent n'ont qu'un intérêt, que tout recommence comme avant. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne recommencera pas comme avant. Je crois que nous avons à partager 3 choses sur la crise. D'abord, il y a des responsables à la crise. Quand nous entendons les dirigeants occidentaux parler de la crise, c'est le marché, ce sont des acteurs financiers d'autant plus faciles à désigner qu'ils n'ont pas de visage et qu'ils sont anonymes. Rien de tout cela. Il y a un point qui devrait être clair partout dans le monde. La responsabilité de la crise, elle est américaine. La responsabilité de la crise est entièrement et uniquement américaine. C'est la faillite du système hypothécaire américain. Pour le dire en termes très simples, pendant 6 ans, de 2002 à 2008, la classe moyenne américaine s'est endettée de 1000 milliards de dollars par an parce que tous les gouvernements américains ont dit aux banques « prêtez, mais même ceux qui ne vous rembourseront jamais », c'est le moyen de leur permettre de maintenir leur niveau de vie, de consommer et de s'acheter des maisons sans payer cela par des impôts. La crise économique, c'est la crise du rien de la société américaine. Ce rien d'une société qui n'est plus capable de payer par l'impôt le vouloir vivre collectif, ce rien d'une société qui ne sait plus ce qui fait lien entre ses membres, sinon qu'ils sont tous à la poursuite illusoire de la fortune sur le même territoire. La crise économique est américaine, elle vient de l'incapacité et du handicap de toute politique américaine. Il faut le dire parce qu'il y a des responsabilités morales à établir et parce qu'il y a des coupables de la crise. Le deuxième élément qu'il faut partager, c'est le piège formidable, si rarement dénoncé, de l'interdépendance. La crise éclate aux États-Unis en 2007, elle devient cruciale avec la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008, et ça devient une crise mondiale. Ça devient une crise mondiale, pourquoi ? Pas à cause de la dette des États européens, pas parce que les Indiens, les Chinois, les Malais, les Turcs sauraient mal gérer leur économie. Ça devient une crise mondiale à cause du consensus de Washington, à cause de l'idéologie libre-échangiste propagée par l'OMC, à cause de toutes les règles et de tous les dogmes financiers qui sont que plus le monde est interdépendant, plus ça va bien fonctionner pour la paix, la prospérité et la richesse commune. Alors que la réalité est que l'interdépendance et le libre-échangisme, c'est le moyen pour les réseaux, les clans et les mafias financières de capter de plus en plus de droits de péage sur tous les mouvements dans le monde. Mouvements financiers comme mouvement des biens réels, comme mouvement des échanges et comme mouvement des peuples et comme mouvement du nouvel esclavage qui s'appelle l'immigration de travail. La crise est devenue mondiale en raison de l'interdépendance. Et si nous sommes sortis de la crise, il ne faut avoir aucun doute à ce sujet, c'est parce qu'il existe des peuples, c'est parce qu'il existe des nations qui n'ont jamais rien sacrifié de leur autonomie politique et économique à la prétendue loi du marché, aux prétendues règles de l'économie libérale et aux prétendus bénéfices réciproques de l'interdépendance. Ces pays, nous les connaissons tous. La Chine, dont la monnaie n'est pas convertible pour ses résidents. Le Brésil, l'Inde, la Malaisie, qui imposent le contrôle des capitaux qui circulent et qui veulent entrer dans leur pays. Tous ces pays qui gardent leur monnaie non convertible. Tous ces pays qui savent que l'autonomie politique commence avec la maîtrise des échanges. Échange des biens, échange des services, échange des capitaux. C'est parce que des pays ne sont pas tombés dans le piège de l'interdépendance, dans le piège du consensus de Washington, dans les pièges du FMI et de l'OMC,
que la crise s'est arrêtée parce que nous avons été sauvés de la crise par la diversité. Et c'est le second point sur lequel je voulais insister. L'interdépendance, c'est le culte du rien. Bretons, Irlandais, Turcs, Malais, Malgaches, nous serions tous condamnés à vivre sous les mêmes règles du marché pur et parfait, à vivre sous la même dictature du rendement financier et à vivre sous la même illusion du gain global du libre-échange. C'est tout simplement faux et nous avons été sauvés de ce rien par ces pays, par ces économies et par ces dirigeants politiques qui savent qu'ils sont quelqu'un et quelque chose, qui refusent de se laisser déposséder de leur identité, de leur autonomie et de leur capacité à dire pour eux ce qui est bien et juste, pour leur peuple et pour les leurs, sur leur territoire et dans leurs frontières. C'est ce qui a sauvé le monde. Et nous savons qu'en combien d'occasions de l'histoire, c'est la diversité qui sauve le monde. Ce sont les frontières qui sauvent le monde, et c'est par l'autonomie politique des peuples, des nations et des communautés au monde que le monde est sauvé et que le monde demeure. Oui, nous sommes passés tout près d'une crise qui a failli emporter le monde. Nous nous en sommes sauvés parce que l'idéologie dominante n'est pas mondiale, elle n'est pas encore une vérité planétaire, et c'est la séparation qui nous a sauvés. Troisième composante de la crise, composante très au cœur de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe sur nos terres et dans nos pays pour les années à venir. La solution de sortie de crise, je l'ai dit, consiste à faire plus fort, plus vite, avec plus de moyens, ce qui a provoqué la crise. L'exemple très caractéristique, pour moi qui cherche à être un promeneur éveillé dans le monde, pour moi qui ai eu la chance dans ces derniers mois de travailler non seulement au Maroc, mais en Éthiopie, en Chine, en Inde et dans d'autres pays, c'est que nous sommes en train de vivre cette sortie de crise dans un courant de nouveau colonialisme qui est le courant de la liquidation du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si vous êtes financier, ou si tout simplement vous avez un peu d'épargne à gérer, il faut savoir que parmi les plus riches du monde, ou parmi ceux qui gèrent les premiers portefeuilles au monde, il y a aujourd'hui une fuite manifeste devant des richesses qui ne sont que de papier. Oui, il y a danger à détenir des obligations d'État. Oui, il y a danger à détenir des actifs financiers qui ne sont représentés que par des bits dans des actifs numériques et dans des ordinateurs. Oui, il y a danger à n'avoir une fortune qui n'est que virtuelle et dont on sait qu'une crise financière qui serait planétaire peut tout l'emporter. Cela génère chez beaucoup d'acteurs financiers une fuite éperdue vers les actifs réels. Les actifs réels, c'est la terre arable, la terre qu'on peut cultiver et dont on peut produire des récoltes. Les actifs réels, c'est l'eau, c'est la mer, c'est le sous-sol, c'est la forêt. Et nous voyons se dérouler un mouvement de nouvelle colonisation du monde à mesure que les fonds financiers sont en train d'acheter par millions d'hectares de la terre partout dans le monde. Il faut savoir qu'en 2010 et 2011, c'est l'équivalent de la surface agricole utile de la France qui aura été achetée en Éthiopie, au Soudan, en Afrique, en Asie du Sud-Est, beaucoup en Amérique latine, par des fonds d'investissement et par des investisseurs financiers. Ce nouveau mouvement de colonisation est à l'œuvre. Il ne nous épargnera pas et peut-être nous aussi, ici en Europe et en France, y serons-nous confrontés. Ce mouvement de nouveau colonialisme, c'est un mouvement de liquidation. La machine de production, la machine de la croissance commande d'accélérer la liquidation du monde et des ressources naturelles. Il faut plus d'eau, il faut plus de terre, il faut plus de droits à exploiter les océans pour les vider de leurs poissons, etc.
Nous sommes devant une liquidation du monde, liquidation des structures politiques, désarmement des frontières, abaissement des États-nations, mépris des identités nationales et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Liquidation économique. Il faut liquider, c'est-à-dire traduire en argent le plus vite possible toutes les richesses consommables et mobilisables dans le monde. Liquidation morale. Il faut supprimer tout ce qui, dans l'esprit de qui que ce soit, lui permet de résister à l'appétit de consommation et à ce qui fait de lui un pur individu consommateur désirant sans fin. C'est ce mouvement de liquidation qui explique la crise. C'est ce mouvement de liquidation qui continue à se déployer sans entrave partout dans le monde, si avec entrave, parce qu'il y a des peuples qui demandent leur autonomie, parce qu'il y a des États-nations qui demeurent tout ce qu'une État-nation doit être, soucieux de décider pour lui-même ce qui lui convient, parce que nous n'en avons pas fini avec notre condition politique et que nous sommes en train de vivre à cet égard un tournant magistral. Ce sera, si vous le voulez, mon second point. Je souhaite que nous partagions en quelques minutes un regard sur notre nouvelle condition politique. Notre nouvelle condition politique pour exprimer ce qui s'est joué depuis 30 ans, depuis la vague néolibérale et depuis cette formidable affirmation de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a dit « There is nothing as a society ». La société, ça n'existe pas. Il n'y a que des purs individus que rien ne lie, dont rien ne permet de dire qu'ils composent un peuple, dont rien ne permet de dire qu'ils partagent des croyances et qu'ils sont liés par elles. Nous ne sommes que de purs individus à la poursuite de notre intérêt individuel et sans fin. J'en ai vu une traduction actuelle. Peut-être avez-vous vu cette exposition du photographe français Yann Arthus Bertrand, l'auteur très célèbre de La Terre vue du ciel. Yann Arthus Bertrand a pris en photographie des visages humains. Nous tous, les quelques milliers qui sommes ici ce soir, et il a titré cette exposition « 6 milliards d'autres ». Voyez bien ce que signifie 6 milliards d'autres. 6 milliards d'autres, c'est tout simplement que je n'ai pas de même sur Terre. Je suis seul, individu isolé, et je ne peux dire de quiconque qu'il est le même. C'est au cœur de toute réflexion pertinente sur notre condition politique à venir. Parce que je crois que ici, dans cette salle, pendant ces 3 jours qui vous réunissent, vous vous sentez les mêmes. Parce que vous êtes réunis par une croyance, parce que vous êtes réunis par une identité, parce que vous êtes réunis par un projet. Je crois que le monde ne tient pas si nous vivons dans un monde de 6 milliards d'isolés. C'est un monde infiniment triste, c'est un monde du désespoir et c'est un monde du rien. Nous sommes en train d'en sortir. Nous sommes en train de sortir parce que nous sommes tout simplement en train de vivre cette étape fantastique, totalement imprévue et méconnue de la mondialisation. L'Occident a déclenché la mondialisation dans le monde et l'Occident voit la mondialisation qui lui revient comme il n'y avait jamais pensé. Ne comptez pas sur moi pour faire le procès de la mondialisation. La diffusion universelle des techniques et des sciences, pour l'essentiel développé en Occident au cours des 2 derniers siècles. Le développement quasi universel des droits fondamentaux de l'individu, droit à ne pas être détenu contre sa volonté et sans jugement, droit de conduire sa vie, c'est devenu pratiquement planétaire.
La mondialisation, c'est un fait, elle est derrière nous. Ce que nous ne savons pas en analyser, ce que d'autres ailleurs commencent à nous dire, c'est que la mondialisation est en train de signifier 3 choses: l'égalité des peuples et la fin des empires, le droit à l'autodétermination et à l'autonomie de tous les peuples qui choisissent leur destin, et le retour à la liberté de définir selon son identité le projet d'identification qui va faire du commun sur un territoire pour un peuple et à l'intérieur d'une communauté politique. Prenons, si vous le voulez bien, ces 3 points. La mondialisation, c'est la fin des empires. Et la mondialisation, c'est clairement la fin de cet empire qui est le seul depuis la chute de l'Union soviétique et qui a pu être l'empire du monde alors qu'il n'est que l'empire d'un monde qui se prend pour le seul vrai monde. J'ai évidemment parlé de la prétention impériale des États-Unis, l'hyperpuissance, et j'ai parlé de ce phénomène tout à fait particulier qui devrait vous interpeller. Les États-Unis sont aujourd'hui la dernière manifestation impérialisme du monothéisme. Parce que c'est quoi les États-Unis? C'est un empire qui a récupéré dans son expression politique la croyance religieuse, missionnaire, à détenir la vérité, à détenir le bien et à pouvoir l'assurer partout dans le monde. La mondialisation dit que c'est fini. Ce qu'il faut retenir de la mondialisation, c'est la mise à égalité de tous les peuples, de tous les États-nations, et c'est leur autonomie partagée et égale à se déterminer eux-mêmes. Ça veut dire quoi ce constat? Tout simplement prédire que les États-Unis vont être l'homme malade du XXIe siècle. Tout simplement dire que tout ce qui a été construit depuis Nixon, Kissinger, Rockefeller, jusqu'au couple infernal Dick Cheney, Rumsfeld, tout ceci fait aujourd'hui des États-Unis une puissance qui voit la mondialisation se retourner contre elle, qui est très profondément inadaptée au monde qui vient et qui pourrait être le premier risque économique, mais aussi politique et militaire du monde à venir. Un empire qui sent le sol s'écrouler sous ses pieds et qui peut en être réduit à son hyperpuissance militaire est un danger pour la paix et la sécurité du monde. C'est très probablement la situation dans laquelle nous allons nous trouver. La chute des empires est une situation géopolitique dangereuse. Le deuxième élément tout à fait déterminant de ce dépassement des impérialismes que nous allons vivre, c'est que la forme mondiale, l'Europe est aveugle à ce sujet. La forme qui est en train de se déployer partout dans le monde, c'est la forme de l'État-nation. C'est la forme d'un État-nation fondé sur la capacité à déterminer un projet, à en débattre, à s'orienter vers l'avenir de ce projet. Quelque part, l'Europe restera en apesanteur politique tant qu'elle ne sera pas sortie de son indétermination, tant qu'elle n'aura pas fini avec le nihilisme occidental qui fait d'un Européen aujourd'hui l'équivalent de rien, parce qu'il ne sait pas se dire, il ne sait pas se compter, il ne sait pas se nommer, et surtout il ne sait pas ce qui le distingue de ceux qui, autres, égaux, également libres et autonomes, sont simplement non-européens. Le défi de l'Europe va être le défi de renouer avec la condition politique qui est celle de la frontière et qui est celle de l'identification à un projet, et c'est notre défi pour les années à venir. Le dernier point de la nouvelle condition politique qui vient, il est crucial pour nous tous, surtout si nous considérons ce qui se passe au sud de la Méditerranée. La science et la liberté sont les 2 grandes choses du siècle qui vient de se passer. La science et des moyens techniques qui sont maintenant diffusés partout dans le monde, la liberté sous l'égide des droits fondamentaux de la personne humaine qui ont très vite dérapé ou qui se sont très vite transformés en
des droits de l'individu et l'avènement de l'individu souverain, indéfiniment capable de se séparer de la communauté qu'il porte, indéfiniment capable de se retourner contre la société qui assure ses droits. Les droits de l'homme sont en train de détruire les conditions effectives de l'assurance des droits de la personne humaine. Et c'est le grand défi auquel nous sommes confrontés, comme c'est le grand défi auquel sont confrontés ces pays et ces peuples du sud de la Méditerranée qui viennent d'avoir un accès à leur autonomie politique et qui vont devoir, comme nous avons à le faire et nous sommes à égalité à ce point, à savoir qu'il y a une troisième phase du triangle entre la science, le savoir, entre les droits de la personne humaine déviés en droits de l'homme, il y a ce qui fonde du commun et il y a ce qui fait société entre nous. C'est le défi de la condition politique à venir. Qu'est-ce qui fait communauté entre nous? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons ou que nous ne pouvons pas nous projeter dans un monde commun? C'est tout simplement ce qui fait qu'il n'y a pas 6 milliards d'autres. Je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes quelques millions, quelques dizaines de millions en Bretagne, en France, en Europe, à qui je peux dire que nous sommes les mêmes. Parce que nous sommes capables de partager un projet, parce que nous ne sommes pas rien. Le défi politique de ce début du XXe siècle, c'est d'affirmer cette condition qui fait de nous les mêmes. Il y a des autres, respectables, amis, autonomes et libres. Notre défi politique, c'est de savoir ce qui fait et ce qui fera de nous les mêmes, ou de savoir ce qui fera la séparation entre ceux qui ne partagent pas un projet. J'ai dit que la crise était morale. Cette crise morale nous interpelle et c'est, je crois, le fondement de la crise économique que nous avons vécue. Ce fondement de la crise morale, il est extrêmement simple à résumer. Il y avait le bon, le juste et le bien. Et la morale était ce qui permet de choisir ce qui est bien. Depuis 3 ou 4 décennies, vous l'avez certainement observé, vous y êtes certainement confrontés, la morale serait simplement ce qui sert la croissance. La morale serait simplement ce qui permet d'augmenter le taux de croissance, d'accroître les bénéfices et les dividendes du capital investi. Et donc, la morale de nos sociétés serait de nous défaire de tout ce qui, comme croyance, comme religion, comme appartenance, comme identité nationale et comme projet collectif, nous éloignerait d'être dans la situation du consommateur désirant sans fin. Michel Foucault l'avait très bien dit, on croit naïvement que le pouvoir est là pour interdire. Le pouvoir se repère d'abord à ce qu'il commande. Et si vous voyez les injonctions répétées de la presse et du pouvoir que sont les médias, si vous voyez les injonctions répétées de tous les pouvoirs aujourd'hui en place, il s'agit simplement de se déprendre et de fuir tout ce qui, comme croyance religieuse, tout ce qui, comme engagement politique, nous éloigne de la situation du pur consommateur désirant sans fin. La religion a été dans l'histoire ce qui a maîtrisé la violence. La religion a été dans l'histoire ce qui a appris aux hommes à dépasser leurs désirs immédiats pour se projeter dans le monde de la vérité, dans le monde du bien et du juste. L'engagement politique, sous la promesse du salut terrestre, a été ce qui a permis à des millions d'hommes et de femmes de dépasser leur situation d'individus consommateurs pour se projeter dans un salut terrestre qui assurerait le meilleur pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. En ce sens, salut religieux et salut terrestre étaient proches. Le nihilisme moral dans lequel nous sommes est celui de gouvernement et de pouvoir qui proclame sans fin la fin du salut. La fin du salut,
c'est l'idée que nous ne sommes plus que des individus isolés et que notre seule conduite légitime, juste, est la recherche indéfinie du plaisir immédiat et de la satisfaction immédiate. Ceci interpelle durement notre condition morale, à nous Français et à nous Européens. Et ceci interpelle durement notre condition morale sur deux points qui, je crois, sont au cœur de votre réaction et de vos réactions. Vous avez travaillé, vous avez réfléchi, et aujourd'hui vous êtes très sensible au débat sur la laïcité. Le débat sur la laïcité, nous allons devoir le reprendre. Nous allons devoir le reprendre face à cette nouvelle condition politique que j'évoquais. Et nous allons devoir le reprendre parce qu'il y a des constats, il y a des perspectives à tirer de l'histoire du siècle qui vient de se passer. Je vais le dire très simplement. La première composante de la laïcité, la première composante de ce qui s'appelle l'esprit républicain aujourd'hui, c'est ce que Claude Lefort avait très bien exprimé en disant « Il y avait la statue du pouvoir sur la place publique, la statue est partie et le socle est vide. » C'est cette idée très simple selon laquelle l'espace public devrait être totalement vide de tout signe d'appartenance religieuse, de tout signe politique, de tout enracinement et de toute identité. Ça ne se passe jamais comme ça. L'idée que l'espace public soit vide et indéterminé, il suffit d'aller à Berlin, il suffit d'aller à Londres, il suffit d'aller à Rome, il suffit d'aller à Casablanca ou il suffit d'aller à Damas. On ne vous a pas dit où vous êtes. On vous a transporté les yeux bandés sans que vous entendiez rien. Au bout de quelques minutes, où que ce soit que vous soyez, vous savez très bien que vous êtes à Damas, que vous êtes à Casablanca, que vous êtes à Berlin ou que vous êtes à Londres. Nous sommes des femmes et des hommes et nous n'en aurons jamais fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous sommes des hommes et des femmes, nous n'en aurons jamais fini avec celles et ceux qui autour de nous sont les mêmes, parce que nous partageons des mœurs, des cultures, une civilisation, des croyances, qui sont les conditions mêmes de la paix, de la confiance et de la sérénité. Le désarmement de toutes les différences, l'idée de vider l'espace public de tous les signes d'appartenance, c'est la guerre de tous contre tous et c'est le spectre de l'apocalypse qu'un monde peuplé de rien est en train de répandre partout sur la planète. Évoquant ceci, je pense à cette anecdote qui date d'un peu plus d'1 an. Je me trouvais en Inde, près d'Aurangabad, et je passais une soirée avec un vieil Anglais, disons une caricature du lord britannique qui avait passé son enfance dans la partie musulmane de l'Inde et qui me faisait part de ce constat. C'est quand même drôle pour moi que dans autant de pays du monde, l'islam, l'appel du muezzin, la mosquée, soit devenu quelque chose qui fait peur et soit devenu un signe de guerre. Dans l'Inde que j'ai connue enfant, dans l'Inde que j'ai connue unie par une même foi, par des mœurs et par une culture commune, l'appel du muezzin, pour moi, petit enfant britannique, c'était le signe même de la paix, de la sérénité sur terre. Parce qu'à l'intérieur d'une communauté unie par une foi, à l'intérieur d'une communauté qui partage des valeurs, des croyances, une culture et une civilisation, oui, il peut y avoir confiance, il peut y avoir sérénité, et il peut y avoir ce bien qui a tellement perdu les esclaves en quête d'accélération permanente que nous sommes, la paix. Je crois que ce message, il faut l'entendre aujourd'hui. Non, l'espace public n'est pas vide. L'espace public de l'Europe est européen
Il est d'ailleurs possible que l'espace public européen soit breton, soit basque, soit tout ce que vous voulez, puisque nous assistons à la grande revanche des territoires en Europe. Mais il faut que nous sachions abandonner cette idée. Nous sommes déterminés par nos terres, par nos communautés, par nos cultures et par nos croyances. Et l'espace public ne sera jamais vide. Nous aurons les uns et les autres à déterminer ce que sera l'espace public européen. Deuxième réflexion au sujet de la laïcité. La laïcité à la française, c'est cette promesse que le pouvoir n'a pas à s'occuper de la religion, d'aucune religion, et que le pouvoir est indifférent aux faits religieux. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une communauté politique peut très longtemps vivre totalement à l'écart de ce qui est partagé par une partie ou par une majorité de ses citoyens? Est-ce qu'une société peut très longtemps vivre sans se poser la question de ce qui fait société entre ses membres? L'histoire de la laïcité française pose évidemment beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans une histoire dont vous connaissez mieux que moi la complexité, puisque la laïcité française, on peut dire ce que l'on veut, mais c'est la fille aînée de l'Église. La question était déjà résolue pour les Juifs. La question a été résolue sans conflit avec les protestants, beaucoup parce qu'ils étaient républicains. Et la question n'a pas été posée à l'époque, face à l'Algérie colonisée, au Maroc, etc. La question s'est posée en 1905 parce que l'Église catholique a refusé le principe des associations cultuelles qui était contraire au principe hiérarchique de l'autorité de l'évêque. Et c'est pourquoi on a eu recours à ces contorsions pas très glorieuses qui sont celles du recours aux associations dites culturelles, loi de 1901. La laïcité à la française, la proclamation une fois encore que l'espace public est vide, c'est une construction historique et c'est une construction historique qui va naturellement évoluer. Mais c'est une construction historique qui doit tous nous conduire à réfléchir sur un point que je crois absolument majeur. La laïcité à la française est la fille aînée de l'Église catholique. Ça a été une solution extraordinairement efficace pour organiser la disparition de l'Église catholique en France. En ce sens, et comme le dit Marcel Gauchet, la laïcité à la française a été le moyen privilégié par lequel le catholicisme a été la religion de la sortie de la religion. Parce que en France comme en Belgique, il n'y a pas eu un seul séminariste dans toute l'année 2009. Et vous connaissez comme moi les chiffres de fréquentation des églises et vous connaissez comme moi l'état de disparition du catholicisme comme religion structurante de l'espace public français. Ça veut dire simplement une chose. La laïcité a fonctionné comme un merveilleux moyen de sortie de la religion et comme un merveilleux piège tendu à tous ceux qui croient que la religion peut indéfiniment être reléguée dans l'espace privé et ne jamais apparaître dans l'espace public. Pour une raison toute simple, si dans le même lieu se côtoient des personnes de croyances différentes et d'appartenances différentes, qui indéfiniment doivent reléguer dans leur seul espace privé leurs croyances, j'aimerais qu'on m'explique comment on ne va pas très vite vers un aimable relativisme qui tend à réduire les conduites de chacune et de chacun sur le plus petit dénominateur commun. Le cantonnement du religieux dans l'espace privé est un moyen extraordinairement actif de désarmement de la religion et d'imposition de la laïcité, non seulement à l'espace public, mais dans l'ensemble des conduites, des mœurs et de la culture politique d'un pays. À cet égard, l'histoire de la laïcité à la française méritera d'être reprise. J'observe que dans un certain nombre de pays qui n'ont pas adopté un modèle de laïcité à la française, dans lesquels une religion est religion d'État, ou qui font constamment référence à un Dieu,
notamment aux États-Unis, il est probable que le sort des différentes religions présentes dans ces États et sur ces territoires est probablement aujourd'hui bien supérieur et bien préférable à ce qu'il est en France. Nous aurons à nous interroger sur les conséquences à terme de la laïcité qui a été la condition en France de sortie de la religion. J'ai essayé d'exposer notre nouvelle condition politique et j'ai essayé d'exposer quelques-uns des problèmes moraux et religieux qui se posaient à nous. Pour terminer, j'aimerais simplement partager avec vous cette conviction. Oui, le nihilisme occidental, oui, le nihilisme économique, oui, l'idée que nous ne sommes plus que de purs individus désirant sans fin est à l'œuvre. C'est la voie du désespoir et c'est la voie de l'apocalypse par épuisement des ressources de la planète et par conflit indéfini entre tous ceux qui désireront sans fin et qui ne trouveront pas la satisfaction de leurs désirs. À cela, la religion a été la réponse historique, la religion qui désarme la violence et la religion qui apprend à chacun de nous que quelque chose compte au-dessus de nos envies, de nos désirs, de nos ambitions et de nos passions. Nos ennemis communs, ne nous y trompons pas. Nos ennemis communs, ce ne sont pas ceux qui se réclament d'identité, ce ne sont pas ceux qui réclament d'être quelqu'un avec une croyance, avec une culture et avec quelque chose qui leur permette de se tenir debout sous le ciel. Nos ennemis communs sont les adeptes de la gouvernance planétaire, du sans-frontiérisme, de l'unité de la planète, dont on voit trop bien à quel pouvoir elle va donner à des mafias, à des réseaux, et quel pouvoir elle va donner à ceux qui s'occupent simplement de faire fonctionner les péages partout dans le monde. Nos ennemis communs sont ceux qui nient que nous avons des identités, nous avons des croyances et nous avons des cultures, et c'est que c'est par là que nous sommes hommes. L'humanité s'appelle diversité. La sortie de la mondialisation nous appelle à la redécouverte de cette diversité, qui est une diversité de nos projets politiques, qui est une diversité de notre condition humaine, morale et religieuse, parce qu'à la fin de toute réflexion morale et politique vient le temps du silence, le temps de la modestie, le temps de reconnaître que nous sommes seulement des hommes et des femmes sous le ciel, et peut-être, pour ceux qui regardent le ciel, à la fin de toute réflexion et pour sortir du rien, vient le temps de la prière. Merci.